On est à 48 heures de ton combat et tu nous reçois à l'entraînement pour discuter un petit peu. Bon, bah, c'est avec plaisir, hein. Ouais, pas de pression. Je suis hyper confiant, comme d'habitude. Écoute, j'étais là au dernier Arès quand la foule entière s'est levée. High kick magnifique sur Maré Sardi. Est-ce que c'est un zénith qui va te faire peur justement? Parce que grosse ambiance, tu connais. Au contraire, en vrai, ça va m'aider. J'aime bien quand il y a beaucoup d'ambiance, quand il y a beaucoup de monde, quand ils sont réactifs à ce qui se passe. Et en plus, c'est ce qui arrive dans mes combats. Généralement, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Et peu importe le game plan que j'ai. Donc ça va être cool. Ça promet. On te parle beaucoup des mêmes choses sur les médias, j'ai un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a une facette de ta personnalité que tu aimerais mettre en avant sur laquelle on t'a pas encore questionné? Enfin, naturellement avec Cédric, ce qui est bien, c'est que forcément, là, je lui réponds un peu. Et on peut percevoir quand même dans mes conversations que j'ai un caractère, et c'est ça que souvent les personnes ignorent un peu, c'est l'aspect caractériel. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, même quand je regarde ce qu'on dit de moi aussi, que je suis trop gentil, etc. Et franchement, je suis hyper gentil bien sûr, mais l'envie de faire le bien ou quoi n'a rien à voir avec la performance que je vais donner. Le combat, c'est mon métier et j'aime ça vraiment. Et il y a un caractère qui a fait que justement je me retrouve là aujourd'hui, bien sûr. Et petit à petit, les gens vont découvrir ça. Surtout que dans la cage, la manière dont tu as célébré justement après ta dernière victoire, je crois qu'elle a montré aussi un peu ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, tu vois. Ouais. C'est vrai. Presque violent comme célébration. Tu dois aussi recevoir pas mal de force sur les réseaux. Tu t'attends à avoir pas mal de supporters samedi? Pas mal de supporters, ça c'est sûr, il y en a énormément. Et je vois que Cédric, c'est quelqu'un qui joue de ça, il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui détestent. En vrai, de mon côté, moi j'ai ce jeu-là un peu de vraiment... Je suis très calme, je joue pas avec le trash talk, etc. Particulièrement, mais voilà, ça donne deux personnages qui ont chacun leur fan en quelque sorte. Il y a des personnes qui aiment quand ça parle, des personnes qui aiment quand c'est plus authentique et que c'est plus au feeling. Moi je suis plus au feeling en fait. Tu penses que tu as plus de soutien du milieu du MMA en général? J'ai l'impression que de la plupart des personnes qui ont un lien quelconque avec le MMA pur, qui pratiquent, j'ai l'impression d'avoir un peu plus peut-être de personnes qui croient, qui me supportent et aussi qui croient en ma victoire. Ouais. La prochaine question, elle va être cool pour que tu puisses continuer ton échauffement. Est-ce que tu peux nous donner 5 noms des mecs que tu rêverais d'affronter? Les gars qui laissent pas unanime, c'est Shafak Rakhmonov, ce serait intéressant. Ousmane aussi, il y en a beaucoup, ils le trouvent hyper fort, il y en a d'autres, ils ont été déçus. Enfin, c'est des gars qui ont marqué l'histoire à leur façon et aussi qui, en quelque sorte, on leur trouve des failles. Mais même Ramzat, des tas de gars qui ont l'air vraiment costauds et qui sont forts dans leur domaine. Et justement, tu crois qu'après une victoire ce week-end, ce sera des noms qui pourront rentrer dans la discussion pour toi? C'est sûr que là, tout de suite, on va pas me donner accès à ça, mais je vais essayer de faire ce qu'il faut pour montrer que j'ai le niveau pour. Et là, en tout cas, dans un futur proche, j'ai pas de gars en particulier. Il y avait Félix Linkhammer, j'avais envie, mais c'est bien pour Baki. Et on verra pour moi, vu qu'il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à moi après, donc on verra. Voilà. Ok, tout le monde te parle de ton physique, tu le sais. J'ai envie de poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'un avenir en 71 est envisageable? Parce que justement, tu as beaucoup de masse musculaire, ce qui implique aussi que tu peux en avoir moins. En vrai, je me vois plus prendre un risque sur le côté un peu comme ce qu'Abdoul avait fait, aller au-dessus, mais en dessous, j'ai pas envie. Et c'est vrai que c'est cette image-là que ça donne, comme moi, je fais du MMA pour être considéré comme le meilleur combattant possible. Et de l'extérieur, l'image que ça donne toujours, c'est ouais, mais quand un gars est plus lourd, etc. Tu vois, et c'est plutôt ça que j'ai envie de conquérir, c'est le plus lourd. Même si je sais que peut-être ça n'a pas toutes les incidences qu'on peut croire
directement, en tout cas quand on est hors du secteur. Mais j'ai pas envie de donner l'impression que je vais chercher des personnes légères exprès pour me faciliter la tâche. Non, je parlais justement voilà. Parce qu'il y a des grands... Parce que quand on connaît, on sait que c'est un challenge. En vrai, je me vois faire facilement les deux, mais surtout au-dessus. Pour plus le côté où la plupart des personnes trouveront l'unanimité dans le côté plus dur. Quand c'est plus lourd, c'est plus dur. Mais ouais, bien sûr, en dessous, on m'avait déjà proposé. Mais ouais, c'est plus que en ce moment-là, j'ai pas la volonté. On t'a vu dire dernièrement que tu dormais très bien à l'approche du combat. Est-ce que ça t'est arrivé de faire le rêve que tu cassais la cage, mais cette fois-ci du PFL? Donc, en vrai, j'y ai déjà pensé. Que c'est possible. C'est vraiment possible. Tu rêves parfois de tes combats? Ouais, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Franchement, en rêve, je pense que toute la journée, je visualise. Tout le temps. Vraiment tout le temps, peu importe ce que je fais. Mais en plus, quand je rêve, là, c'est vraiment, j'ai rêvé à toutes sortes toutes sortes de scénarios possibles et imaginables. Déjà, juste sur le walkout, comment le public va être, le style de signe que les personnes vont faire pendant que je suis en train de passer. Est-ce qu'ils vont faire bouh? Est-ce qu'ils vont faire ouais? Est-ce qu'il y a des personnes qui auront vraiment une forme de rage? Est-ce qu'il y en a qui vont être en mode plus ouais, c'est ta mission, vas-y, démonte-le? Enfin, il y a un peu de tout, j'essaie de visualiser tout. Le son, comment je vais entrer, le début du combat, pendant le combat, les différents scénarios qui peuvent arriver, les différents contres, les différents... tout, vraiment, voilà, vraiment. Et là, les différentes fins, mais à chaque fois, c'est moi qui gagne. Il y a un certain basketteur qui cassait des paniers, tu casses les cages. Est-ce qu'on est en face du Shaquille O'Neal du MMA? Peut-être, hein. Ça sera un surnom cool aussi. Merci beaucoup et bonne chance pour ton combat. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti. Fernand Lopez, bonjour. Bonjour. On est au MMA Factory dans le 12e arrondissement. Il y a le PFL Paris ce week-end, mais je voulais te poser une question un peu plus générale qui m'intéresse beaucoup et je pense beaucoup de gens. Tu es une entité dans le monde du MMA et je voulais te poser cette question-là. Il y a 10 ans à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dans la manière dont les combattants ont de s'entraîner, de se préparer, les organisations, la technique? Alors, merci de m'avoir avec vous, nos Saint Stevie. Ce qui a changé depuis le temps, c'est déjà l'engouement, un peu plus de personnes qui arrivent avec l'option de faire comme sport le MMA, mais surtout des personnes qui ont un projet sportif de devenir champion de MMA. Donc du coup, ça professionnalise des choses. La suite, c'est qu'il y a eu beaucoup de métiers construits autour du MMA. Avant, en gros, il y avait un coach de MMA. Et il y avait des sports comme la lutte, où il y avait des mecs qui étaient des coachs diplômés d'État, mais ils n'avaient pas de métier. Ils étaient coachs, ils faisaient un autre métier dans la vie. Il y avait des profs de karaté, ils faisaient un autre métier dans la vie parce que ça ne payait pas. Il y avait des profs de boxe. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là peuvent tourner autour du MMA et devenir coach de combattants de MMA d'élite et être payés. Et donc ça a créé tout un écosystème et ça a développé l'industrie du MMA. Et si on met l'aspect financier de côté, tu préfères l'époque d'il y a 10 ans ou celle d'aujourd'hui personnellement? Non, j'aime bien cette époque. Je ne vais pas faire le vieux qui dit c'était mieux avant, c'était bien avant. Non, c'est pas vrai. On a lutté, nous déjà, ceux de ma génération, puisque moi j'ai connu le MMA il y a à peine une dizaine d'années, on luttait longuement pour avoir cette période, ce moment du MMA. Il y a des générations avant moi, comme mon professeur Mathieu Nicourt, qui était d'une génération où le MMA a commencé il y a 20 ans déjà et qui ont vécu, qui ont lutté pour ça. Donc on ne va pas regretter d'être arrivé à ce niveau maintenant. Ça vient avec le revers de la médaille. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de critiques ou beaucoup d'avis donnés des non-pratiquants sur le MMA. Et donc on était triste parce qu'on n'était pas regardé. On voulait plus de fans, plus de monde et aujourd'hui on a récolté tout ce que le football ne veut pas comme fan. Et du coup on a un peu plus de critiques, un peu plus beaucoup plus de supporters. Vous voyez un peu la folie, ce qui se passe à Bercy quand il y a l'UFC qui arrive, c'est une dinguerie. Vous voyez, le PFL arrive, sold out. En quelques jours, c'était fini, il n'y avait plus de place. Ça veut dire qu'il y a du public. Donc il y a beaucoup de positifs, un peu de négatifs, mais c'est sûr que la bonne époque, c'est maintenant. Est-ce que tu as développé une sorte de carapace
justement à ce que tu parles qui est négatif, parce qu'on a l'impression que les critiques te glissent dessus. Je suis un dos argenté. C'est ultra bendé. J'ai les épaules larges. Et puis avec le temps, tu apprends en fait en tant qu'entrepreneur, vous avez une marque sur votre poitrine, c'est MetaFight. En tant qu'entrepreneur, vous faites quelque chose de... MetaFight va faire quelque chose de très bien, développer ce qu'ils savent faire, développer le monde des NFT et tout. Et il y aura des gens à côté qui vont critiquer, beaucoup critiquer. La première des règles qu'on t'apprend en tant qu'entrepreneur, c'est apprendre à ne pas écouter les critiques et de prendre ça comme quelque chose de bénéfique. Ça veut dire que ça signifiera que MetaFight a percé et qu'ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire et ils sont pourchassés. Et donc, du coup, il y aura des critiques, mais la première des règles, c'est celle-là. Il ne faut pas les écouter, il faut continuer à faire ce qu'on fait. C'est un signe de foi, c'est un signe de réussite. Et puis, vous avez nos TV et vous allez faire, là, vous êtes en train de charbonner comme des malades et tout. Ça se voit, je vois pas mal de vidéos sortir, souvent et souvent. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, quand vous avez sorti, là vous ne gênez personne. C'est réglo, on vous voit, vous êtes gentil, vous avez pas mal d'amis parce que vous faites quelque chose de bien, mais on ne voit pas ce que vous faites en profondeur. Dans quelques mois, ça va commencer à monter très fort avec nos TV. Et les gens vont se dire, bon, je les aime, mais il met des lunettes là, son collègue, tu vois, j'aime pas comment il se la pète. Et là, du coup, il faut apprendre à juste vivre avec ça et considérer que c'est un état d'esprit. C'est une manière de le succès, la réussite de ce que vous faites va avec tout cet ensemble. Tu m'as fait la transition avant en parlant du PFL. C'est ce week-end. Quel regard tu portes sur cette organisation? Et la question que j'ai surtout envie de te poser, c'est est-ce que tu as prévu aussi de placer d'autres grands athlètes là-bas? Le PFL a des ambitions qui me plaisent beaucoup. On a l'impression que le PFL, enfin c'est pas de l'impression, là je suis en retard avec vous là, parce que j'avais un dîner de travail avec Peter, le numéro 1, le boss du PFL. Parce qu'on travaille beaucoup en symbiose, on a des projets communs en Europe, en Afrique, sur le développement du MMA et sur comment Ares et le PFL peuvent grandir dans un même écosystème. Et ils ont fait quelque chose qui est rare. De manière générale, les grosses organisations comme l'UFC vont avoir du succès dans leur pays. L'UFC, la Pologne par exemple, il déchire en Pologne. L'UFC déchire aux États-Unis, des fois dans quelques régions comme... et là aujourd'hui, ils commencent dans des régions externes à se poser, à se développer. C'était ma relance, c'était par rapport à l'Afrique justement. C'est leur stratégie aussi d'aller chercher les marchés qui ne sont pas forcément dominés par l'UFC actuellement? Pas forcément les marchés qui ne sont pas dominés par l'UFC. Ce qui est magnifique avec ce sport et toutes les entreprises de toutes les façons, c'est que la concurrence est très bonne pour le business, pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui veulent signer le même deal exclusif que l'UFC a signé avec quelqu'un là-bas. Donc forcément, il y a d'autres personnes qui disent, bon, si on n'a pas l'UFC, on a qui? PFL. Pourquoi? Parce que le PFL a en train de terminer son acquisition avec le Bellator. Donc du coup, on va chercher le deuxième leader. Il y a un marché pour tout le monde. Nous sommes en France, on a plein d'événements, que ce soit FFA Challenge, Hexagon, MMAGP, Ares, enfin tous ces événements français, on s'en sort très bien parce qu'il y a du marché pour tout le monde. À chaque fois que la nature aura du vide, à chaque fois vous êtes deux, vous m'apportez un marché. Dès l'instant que je signe avec toi et que je ne signe pas avec lui, il y a quelqu'un d'autre qui va matcher avec lui. Ne prends pas la tête, s'il fait bien son boulot, on va matcher avec lui. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, vous connaissez ma politique avec l'UFC. Vous voyez bien que je suis très proche et que systématiquement, c'est vers l'UFC que je vais d'abord essayer de signer les athlètes. Mais ces derniers temps, je signe beaucoup d'athlètes sur le PFL. Parce que ça devient quelque chose de global, parce qu'en termes de paye, ça donne c'est quand même des sous en plus pour les athlètes, et parce que ça devient le futur. C'est qu'au bout d'un moment,
quand on a le PFL qui fait l'acquisition du Bellator, ça veut dire que Grégory Baben, qui a combattu samedi dernier, qui est sur 5 victoires consécutives au Bellator. En tout, pas 5 au Bellator, mais 7. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il a une des victoires qui a été sur Arès, Sénégal, voilà, Dakar, Arès 1. Grégory Baben va potentiellement combattre en 2024 pour le Bellator. Donc le Bellator arrive avec un gros recette et ça devient challenging pour mes athlètes, ça devient intéressant pour mes athlètes. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Le même Bellator où, après avoir signé quelques athlètes, après que le management Factory a signé quelques athlètes, on a ralenti avec eux parce que sur le niveau européen, les Bellators qui existaient en Europe ne sont pas des vrais Bellators et on le ressent. Là, on a un PFL où ceux qui ont combattu au PFL aux États-Unis sont en mode waouh, c'est encore mieux que ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a un buzz, parce qu'il y a machin. Donc voilà, je ne pense pas qu'ils vont chercher des cibles où il n'y a pas l'UFC. Je pense qu'ils vont partout prospecter et ils vont des fois signer des meilleurs deals, des fois des deals moins bons que ceux de l'UFC, mais le marché, il y en a pour tout le monde. On a déjà vu des organisations s'associer comme le Rising et le Bellator. Est-ce que par exemple ça te paraît être intéressant qu'un jour par exemple Arès s'associe avec le KSW ou autre? Ça fait partie des sujets dont je parlais tout à l'heure sur mon dîner avec le PFL. Il est possible qu'à l'avenir on ait des collabs avec eux. Et pas forcément avec le KSW parce que le KSW est très centré en Pologne avec une langue enfin la langue officielle du KSW c'est le polonais, là où la langue officielle d'Arès c'est l'anglais et qu'on match avec la langue officielle du PFL qui est l'anglais aussi, donc il y a moyen de faire des choses ensemble. Il y a pas mal de projets affinitaires qu'on peut mettre en place. Ce serait une copromotion où justement des combattants d'Arès font leur combat et après par exemple, je donne un exemple, on parle Cage Warrior, font leur combat, ou ce serait une opposition entre les champions d'Arès et ceux du Cage Warrior? Non, ce serait, si ça s'est fait, ce serait une copromotion. C'est que je ne vois pas, je n'aime pas l'idée d'avoir un groupe d'athlètes qui affrontent un autre groupe d'athlètes organisé en mode groupe d'athlètes. Si un ancien athlète du PFL affrontait un ancien athlète d'Arès, ça ne me gênerait pas. Mais si on a un rang d'athlètes PFL, un rang d'athlètes Arès, c'est moins intéressant. Ce qui me paraît intéressant, c'est une coproduction dans des zones où on pense qu'en alliant nos forces, on est beaucoup plus fort. Comme ma première question, je veux vraiment profiter qu'on soit ensemble parce que j'ai une question que je pense que tu peux répondre un peu mieux que la plupart des gens. Pour rester dans l'actualité, Francis Ngannou va combattre contre Tyson Fury en boxe anglaise. Ma question elle est très simple. Est-ce que tu penses qu'il a une chance étant donné que quand il a passé la porte du MMA Factory, on connaît l'histoire, Francis voulait être boxeur. Donc tu as récupéré un boxeur que tu as transformé en combattant de MMA. Tu l'as très bien fait d'ailleurs. Et quel est ton regard sur ce combat-là d'un point de vue technique? Mon regard est que Francis a déjà gagné. À partir du moment où Francis Ngannou, le mec était SDF, il a traversé la mer pour venir en France, il était sur une bouée de sauvetage, une bouée. C'est un truc pneumatique. Et puis il a marché le désert, tout ce que tu veux. Et puis il arrive, il est SDF. Ensuite, il démarre une carrière d'MMA. Si on enlève le MMA et ce qu'il a fait de ses mains, il n'aurait même pas le droit de demander l'heure à Tyson Fury. C'est que s'il s'approche d'un endroit où Tyson Fury et dit « Monsieur, vous avez quelle heure ?» on le rejette. On est d'accord? Je ne vous parle même pas d'avoir une licence en boxe pour approcher Tyson Fury. Mais parce qu'il a su s'imposer dans le monde, parce qu'il a su faire des gros combats, des combats politiques, des combats physiques et tout, il devient aujourd'hui un homme qui n'a jamais fait un combat de boxe, mais qui est capable de boxer l'homme le plus fort des poids lourds qu'on ait jamais eu. C'est aussi simple que ça. Et donc il a déjà gagné. On est d'accord que si on suit les odds et si on suit la logique, normalement il arrive sur une nouvelle discipline. Et donc du coup, normalement, Tyson Fury devrait s'imposer. Cependant, je ne serais pas surpris qu'il y ait des phases et des moments où Francis domine, voire qu'il puisse
sur un bon jour et sur un mauvais jour de Tyson Fury, gagner le combat. Est-ce que on connaît donc combien gagnent les boxeurs en anglaise au très haut niveau? Est-ce que Cyril pourrait prendre cette trajectoire aussi après sa carrière en MMA? Est-ce qu'il y pense? Moi, tout ce qui se passe là était déjà prévu. Mon discours, le discours que je tenais à Francis à l'époque, c'était tu vas boxer, tu vas passer par la boxe. Utilisons le MMA pour prendre la célébrité, prends la ceinture et tu auras le droit de boxer, tu vas boxer. Et ça, c'est un discours que j'ai déjà eu avec les matchmakers de l'UFC. Je ne veux pas vous forcer la main, je ne veux pas aller faire ça tout seul. On a des bonnes ententes. J'aimerais que si jamais Francis et Cyril prend la ceinture et qu'il la défend 2 fois, 3 fois, donc qu'il ait fait son service avec des belles décorations, j'aimerais que vous m'accompagniez, qu'on aille ensemble construire un combat de boxe avec celui qui sera champion à ce moment-là. Et c'est quelque chose où, logiquement, les gars de l'UFC m'ont dit ça, c'est du bon sens, c'est pas un problème pour nous, ça fait de l'argent pour tout le monde, mais il faut que ça fasse sens. Si aujourd'hui, Cyril n'a même pas encore fait la ceinture Undisputed, il a juste été champion intérimaire, tu me demandes d'aller faire un combat de boxe, ça ne va pas ramener autant de sous que s'il devient champion et si nous on porte notre projet, nous on porte notre nom sur le projet. Imaginons il y a SBO qui organise un combat de boxe, et ensuite il y a l'UFC qui ramène son logo dessus et il y a Dana White qui fait la tournée comme il a fait avec McGregor et Mayweather. C'est ça qui a donné cette puissance où on va arriver à des chiffres comme 200 millions. McGregor qui est le plus grand vendeur de pay-per-view de l'UFC et Mayweather qui est le plus grand vendeur de pay-per-view de la boxe. Les deux réunis, ça fait une étincelle. Et donc tout ce que l'UFC dit, c'est que nous sommes des businessmen. Si ça devient relevant et que vous réussissez à défendre la ceinture 2-3 fois, ça veut dire que vous êtes mainstream dans le monde entier et que de la même manière qu'on dit est-ce que tu connais Tyson à quelqu'un qui est de l'Inde ou de l'Australie ou du Cameroun et il dit oui je connais, bah, si vous êtes capable d'atteindre ce niveau de popularité, bah, ça a un sens pour nous. Bien sûr qu'on va vous accompagner à aller faire la boxe anglaise et vous n'aurez pas besoin de vous arracher, vous aurez juste on aura fixé un calendrier, on le fera. Donc oui, c'est l'un des projets qu'on a pour Cyril Gane. Bah justement, tu parlais de niveau de popularité. Il y a un autre combattant qui est assez populaire en France, il s'appelle Nassourdine Imavov. Et 2 semaines plus tôt, il a un sacré combat, un sacré client contre Ali Skerov à Abu Dhabi. Est-ce que c'est typiquement le genre de combat que Nassourdine aime? Parce que beaucoup de gens disent que c'est un combat dur pour lui avoir déjà parlé. Je suis sûr qu'il, mis à part le fait que ce soit un Dagestanais aussi en face, je pense qu'il est très content de ce combat. Il aime les combats durs. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez raison. Il aime les challenges. Et puis, il aime les combats. Nous, on aime le Management Factory, on aime les combats qui nous amènent vers l'avant. Ali Skerov ne nous amène pas vers l'avant sur le ranking, mais il nous amène vers l'avant sur la considération que l'UFC a pour lui. L'UFC a en tête de le monter de toutes les façons. La preuve, c'est qu'il était prévu pour faire un combat contre Paulo Costa, ce qui est un gros combat. Donc on sait que l'affronter veut dire que on va chercher l'estime en termes de valorisation de ce que tu vaux au-delà du classement. Si nous on est capable de demander à un mec comme Kelvin Gastelum de nous donner l'opportunité de l'affronter quand on est 12e alors que lui il est 7e, si nous on est capable de demander à un mec comme Chess Strickland de nous affronter quand on est 12e il est 7e, c'est normal à un moment donné que nous aussi, l'UFC nous dise bon les gars, on a besoin de vous. On a rematché Costa, on a besoin d'un vrai client qui va donner de la valeur à cet adversaire s'il gagne, ou alors vous allez ramasser de la puissance dessus, et s'il gagne, il y aura Chimaev devant, parce qu'ils ont une histoire, ils s'étaient affrontés avant. Donc c'est un gros challenge, c'est une grosse lutte qui est en face. La préparation que Nassourdine fait à ce moment, c'est avec en lutte, il a comme sparring Ahmed Abouev. C'est l'équipe de France de lutte, c'est la sélection olympique, quoi. C'est du très très haut niveau. Hier, ils ont fait un sparring énervé. Et voilà. Donc oui, c'est un beau challenge. Lui, il se prépare bien et puis on va y aller, quoi. Dernière question pour faire le tour de l'actualité.
Si Baki prend la ceinture de Ares, ça va être dur de le garder en France? Bah, c'est du bon sens. C'est-à-dire que ce que nous, on sait faire sur Ares, c'est de développer les jeunes. On fait tout pour apporter, pour sortir ces jeunes-là de l'ombre, les amener sur la lumière, leur donner de l'exposition, les former pour qu'ils deviennent des athlètes. Et c'est un travail vraiment un travail minutieux qui prend du temps. Mais quand il arrive à maturité, il faut valider et laisser partir les gars et leur donner l'opportunité. C'est le marché qu'on a. Aujourd'hui, Jordan Zebo, il a fait son travail, il a été patient, il a fait ce qu'il a à faire. Et finalement, le voici en train de faire le main event de la deuxième plus grosse organisation au monde. C'est pas n'importe quoi. Baki aujourd'hui est en train de faire sa ceinture pour Ares. C'est évident que c'est un monstre. Et que rapidement, on va devoir le faire monter. Et c'est pour ça qu'on fabrique une autre génération en bas, Axel Sola, qui va faire la ceinture contre Topal, Yunusov. Ça, c'est le futur. Nous, notre rôle, c'est ça. Et c'est aussi ce que les grandes organisations admirent chez nous. Bah, merci beaucoup, Fernand. Bonne chance pour ce week-end. Et à la prochaine. Merci. Merci, les gars. Merci à toi. Merci.